Merci. Pour le professeur Moïse Timchouan, c'est Issa Chiroma Bakari. Tout compte fait, tout sauf pour lui. C'est ça. Dans tous les cas, ça c'est le mot d'ordre. Voilà. C'est ce qui doit être constant. Tout sauf le RDPC et son candidat. C'est tout. Bonjour, professeur. Bonjour, bienvenue. Merci. Le professeur Maurice Kamto et le MRC ne sont pas en course pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans notre pays, le Cameroun. C'est ça. On vous a vu mouiller le maillot. Pour convaincre, n'est-ce pas, de la pertinence de sa candidature sous la bannière du MRC. Oui. J'imagine votre déception, peut-être. Oui, bien effectivement. Vous imaginez bien que depuis 2018, après, n'est-ce pas, toutes les péripéties qui ont entouré l'élection présidentielle de 2018, le MRC et le professeur Kamto, n'est-ce pas, n'ont pas baissé les bras. Donc, le travail a continué de se poursuivre, n'est-ce pas, l'éveil des consciences, la sensibilisation des masses s'est poursuivie et elle n'a pu se faire que dans l'optique justement de l'élection présidentielle de 2025. Donc, vous pouvez comprendre que lorsque, après un tel travail, n'est-ce pas, qui a permis au MRC d'être la seule formation politique que l'on a vue permanemment sur le territoire pendant cette année passée-là, naturellement, la déception ne peut qu'être très grande. Donc, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Voilà. Professeur, pour sa candidature, le professeur Maurice Kamto s'est fait investir, n'est-ce pas, par le Manidem. Oui. Et cela pourrait donner l'impression que vos combats sur le mandat impératif, n'est-ce pas, nuls, ont été vains. Non, je crois que ceux qui le disent, en fait, étalent par là leur faiblesse intellectuelle. Parce que si le professeur Kamto s'était présenté sous la bannière du MRC et que sa candidature était définitivement rejetée, pour ce fait-là, en ce moment-là, le grief peut-être pourrait tenir. Mais l'occasion n'a même pas été fournie, n'est-ce pas, de voir si l'investiture par le MRC allait être admise par Elekam ou le Conseil constitutionnel. Donc, dire cela, simplement parce que le professeur Kamto a fait le choix d'être investi par le Manidem, c'est vraiment une faiblesse intellectuelle. Parce que, je dis, au regard du dispositif législatif de notre pays, on ne peut pas user de toutes les voies que la loi offre pour se faire investir. Donc, il y a une pluralité de voies pour se faire investir à l'élection présidentielle, mais le candidat ne peut opter que pour l'une des voies. Donc, on ne peut pas mobiliser deux voies à la fois. Or, le professeur Kamto pouvait bien se faire investir comme candidat indépendant, à condition, n'est-ce pas, d'obtenir les 300 parrainages qui étaient requis, n'est-ce pas, d'un certain nombre de personnalisés. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi est-ce que les gens ne disent pas également qu'il a rejeté la voie de la candidature indépendante? Personne ne peut le dire. C'est écrit noir sur blanc. Et nous avons également dit que par rapport à l'investiture par le MRC, mais c'était également une voie possible. Au regard justement du fait que, à la date d'investiture, le MRC avait des élus. Et nous persistons à dire que le recrutement des élus ne se fait pas uniquement par l'élection, par la présentation des candidats à l'élection. Certes, le Cameroun a opté pour un système où on ne peut accéder au mandat municipal ou législatif que par le moyen d'un parti politique. Mais on sait en droit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Alors, si la Constitution dit clairement que le seul dépositaire de la souveraineté nationale, c'est le peuple, et qu'aucune frange de la population ne peut s'en prévaloir, mais d'où vient-il que les gens disent que le mandat est celui du parti? Si le mandat est celui du parti, ça veut dire que c'est le parti qui en était le titulaire initial. Or, l'article 2 de la Constitution est suffisamment clair. Aucune frange de la population ne peut se prévaloir de la souveraineté de l'État qui appartient exclusivement au peuple. Donc, le mandat que l'élu reçoit, c'est un mandat que lui donne
une frange de la population qui ne se limite pas uniquement aux militants de son parti, qui ne se limite pas, même qui peut même parfois comporter les voix des partis adverses. C'est ce mandat-là qu'il porte. Donc, parce que les partis politiques n'ont pas la souveraineté nationale au regard de l'article 2 de notre Constitution, un parti ne peut pas être titulaire du mandat. Donc, c'est une hérésie au regard de ce principe général de droit qui se dit en latin « nemo dat quod non habet ». C'est une hérésie de dire que le mandat appartient au parti. Parce que le mandat, c'est en fait le transfert d'un pouvoir qu'on a. Alors, si le parti politique n'a pas le pouvoir, n'a pas la souveraineté nationale, comment est-ce qu'il peut le donner à un élu? Ce n'est pas possible. Donc, vous comprenez, les gens continuent d'étaler, n'est-ce pas, leur ignorance ou bien leur mauvaise foi. Parce que ce principe juridique suffit pour expliquer que le parti, n'ayant aucune portion de la souveraineté nationale, ne peut pas conférer un mandat à un élu. Le parti n'est qu'un véhicule. Donc, rien n'interdisait au MRC, n'est-ce pas, de présenter le professeur Maurice Kamto dès lors qu'il avait des élus. Le recrutement des élus pouvant se faire par 3 moyens. Soit par l'investiture des candidats, soit par la nomination, comme c'est le cas avec les sénateurs, c'est une frange des sénateurs, soit alors par les exclusions et, en fait, soit par les adhésions en cours de mandat. Et les illustrations ne manquent pas, n'est-ce pas? Nous avons pris le cas de la République en marche en France. L'article 27 de la Constitution française est rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article 15 de notre Constitution, n'est-ce pas? Dont l'alinéa 3 justement traite du mandat impératif nul. Or, à sa création en 2016, la République en marche avait une quarantaine de députés et une centaine de conseillers municipaux. Comment ça s'est fait alors que les élections municipales et législatives en France étaient faites en 2013? Donc, si la République en marche, créée 3 ans après, a pu avoir les députés et les conseillers municipaux, c'est bien par l'effet du mandat impératif nul, qui permet donc de recruter des élus en cours de mandat. La deuxième illustration, c'est le cas du PPACI en Côte d'Ivoire. Les élections législatives ont eu lieu en mars 2021. Le PPACI est créé en novembre 2021. Jusqu'à ce jour, aucune nouvelle élection n'a eu lieu en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, nous savons que le PPACI, n'est-ce pas, dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ivoirienne, sur la base justement de l'article 86, dont les termes sont identiques à ceux de l'article 15 de notre Constitution. Donc vraiment, que les gens essayent, que les gens continuent à le dire, c'est vraiment l'expression de leur mauvaise foi, sinon de l'endurcissement de leur intelligence, parce qu'ils sont incapables de comprendre, y compris des évidences. C'est-à-dire que des choses sont évidentes, des choses sont claires, on a des illustrations à travers le monde, mais les gens refusent de comprendre. Donc le professeur Kamto avait le choix d'être investi par le MRC. Mais il pouvait également se faire investir par un parti tiers qui a des élus. Je crois que ça ne se discute pas. Le RDPC lui-même avait tenu le discours dans ce sens. Mais le choix de se faire investir par le Mandem, je pense, était un choix conforme au droit. Donc juridiquement, c'était un choix incontestable. Mais surtout, au plan stratégique, c'est un choix plus efficace parce que en sortant du cadre de la candidature indépendante, du MRC ou bien même de l'APC, pour aller, n'est-ce pas, prendre l'investiture plutôt chez un parti externe à ce groupe-là, mais le professeur Kamto ratissait immédiatement, dans l'optique de l'élection présidentielle, au-delà du cercle qui lui était déjà acquis. Donc les gens ne veulent pas comprendre ça. Moi, je dis que même si le MRC avait des élus depuis 2020 et que l'option d'être investi par un parti tiers se présentait, au regard de la dimension stratégique de ce choix, je l'aurais encore conseillé au professeur Maurice Kamto. Donc, on ne peut pas, sur le seul fait que le professeur Kamto a opté pour la voie qui apparaissait politiquement la plus efficace, dire qu'il a désavoué la théorie du mandat impératif nul. Surtout que je ne suis pas l'auteur de cette théorie. C'est une théorie qui est consacrée par le constituant camerounais. Chacun peut, aujourd'hui que le débat est clos, mais chacun peut retourner lire dans le texte constitutionnel et découvrir que l'article 15, alinéa 3, dit très bien que tout mandat impératif est nul. Professeur Maurice Kamto s'est abstenu il y a quelques jours, n'est-ce pas, d'exprimer sa préférence pour l'un des 11 candidats
retenu et a laissé le loisir à chacun, n'est-ce pas, de voter en son âme et conscience. Au sein du MRC, son message a été diversement interprété. Par certains, c'était de l'abstention, et pour d'autres, il fallait absolument faire un choix et aller voter. Ces derniers ont été vite traités par les premiers comme des traîtres. De quel côté vous situez-vous, professeur? Bien, je crois que je me situe inévitablement, c'est-à-dire absolument, résolument, dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire de ceux qui pensent qu'il faut absolument aller voter. Mais parce que, je m'interroge toujours, ceux qui prennent l'abstention, mais quelle est leur espérance? Le mot étant un peu en vogue. Qu'est-ce qu'ils espèrent lorsqu'ils recommandent de s'abstenir? Dérouler le tapis rouge au RDPC? Je crois que pour nous autres qui sommes dans la résistance, comme des combattants, c'est l'option qu'il faut absolument bannir. C'est vrai que j'ai entendu, par exemple, au lendemain de l'élimination du professeur Maurice Kamto, le compatriote maître Christian Timbane Bomo, plaider pour le boycott général de cette élection-là, afin de laisser le RDPC aller seul. Mais connaissant l'environnement politique de notre pays, j'ai compris que c'était une voie utopique. Et moi, j'étais le premier à dire au lendemain de la sortie du compatriote que ce boycott total ne peut pas être suivi. Et j'avais justement dit qu'il y a au moins 4 candidats qui vont accompagner le RDPC dans sa forfaiture. Et vous voyez que dans le message que le professeur Kamto a rendu public, mais il a très bien dit qu'il n'a reçu que 7 candidats. 4 autres ayant refusé de le rencontrer. Mais c'est justement les 4 candidats auxquels je pensais. Lorsqu'il disait qu'il y a au moins 4 candidats qui accompagneront le RDPC. Alors, lorsque nous savons qu'en Côte d'Ivoire, en 2020, toute l'opposition ivoirienne a décidé de boycotter l'élection, et que l'un des opposants, KKB, est allé accompagner le RHDP. Mais Alassane Ouattara est en train de terminer son mandat. Il a terminé le mandat de 5 ans. Alors, est-ce que les compatriotes analysent ça? Est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Alors, si donc en Côte d'Ivoire, on a pu valider une élection où il y a eu deux partis, à plus forte raison au Cameroun, si en plus du RDPC, il y a 4 autres candidats, je dis c'est dérouler le tapis rouge au RDPC. Donc, je m'inscris dans la logique de ceux qui prennent le vote absolu parce que, j'ai dit, le moindre mal, c'est de compliquer la vie au RDPC. Afin qu'ils aient du pain sur la planche. Si tous les Camerounais se transportant dans les bureaux de vote élisent quelqu'un d'autre, il faudrait que le RDPC travaille sérieusement pour que sa fraude puisse passer. Je m'inscris dans cette logique-là. Mais surtout, le MRC a recommandé, n'est-ce pas, à ses militants d'aller voter en leur âme et conscience. Ça veut dire que les militants et sympathisants du RDPC sont libérés de la contrainte partisane. C'est la discipline du parti qui leur impose de suivre une ligne particulière a été levée. C'est-à-dire en dehors de l'interdiction de se servir, n'est-ce pas, de l'image du MRC dans le cadre de ses actions, les militants et sympathisants du RDPC, du MRC ont retrouvé la liberté comme tous les autres citoyens. Et si le citoyen ordinaire peut faire un choix, peut mener la campagne, peut s'impliquer dans les actions d'accompagnement d'un candidat, pourquoi le militant du MRC ne le ferait pas? Parce que je ne pense pas que la renaissance du Cameroun à laquelle nous croyons doive absolument se faire avec le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est une philosophie, c'est un esprit, c'est une idéologie à laquelle on adhère. Mais après le professeur Kamto, cette philosophie va continuer. Cette idéologie va continuer d'être promue. Le professeur Kamto est un mortel. Demain, il pourrait ne plus être là. Alors, si donc la première ambition est de faire partie du RDPC, il faut voter. À partir du moment où il y a 11 autres candidats qui se proposent, n'est-ce pas, de combattre le RDPC, il faut les accompagner. Donc, en notre corps défendant, le MRC n'est pas en course, le candidat du MRC n'est plus de la partie, mais on se reverse derrière l'autre. Et je crois que lorsque l'évêque de Yagua, en son temps, avait dit qu'il vaut mieux faire venir le diable, n'est-ce pas, et après on verra. Je pense qu'il voulait dire par là que aucune autre personne sur cette terre ne ferait plus
plus mal au peuple camerounais que le régime RDPC bien. Et donc, le rêve d'un Camerounais normal, c'est de s'impliquer dans l'optique, par tous les moyens, de faire partie du RDPC. Et donc, vous comprenez que dans cette logique-là, mais je ne peux pas être de ceux qui demandent de s'abstenir. Je ne peux pas être de ceux qui encourageraient les militants et sympathisants du MRC à ne rien faire. Ils doivent être impliqués dans la campagne électorale. Ils doivent absolument retirer leur carte de vote. C'est le message que je réitère. Tous les Camerounais doivent retirer leur carte de vote, doivent se préparer à aller voter impérativement le 12 octobre, se préparer à combattre les fraudes, mais surtout défendre le résultat qui va être issu de chaque bulletin, de chaque bureau de vote. L'article 113, je réitère, prévoit bien que les résultats issus de chaque bureau de vote sont rendus publics immédiatement à la fin des dévouements. Le peuple camerounais doit veiller à ce que ces résultats-là soient préservés afin que la somme soit imposée à Elekam et au Conseil constitutionnel. Donc vraiment, je ne sais pas ce que les amis peuvent espérer lorsqu'ils prennent l'abstention. C'est de l'utopie, c'est de l'irréalisme, et en tout cas, l'histoire, n'est-ce pas, des compétitions politiques à l'intérieur de notre pays comme dans les pays voisins, mais nous conforte à l'idée que d'abord, il n'y aura jamais de boycott général, mais même en cas de boycott, même si seulement 2 partis allaient, au regard de l'expérience ivoirienne, l'élection sera validée et Paul Biya fera bien ses 7 ans. Or donc, tout Camerounais qui se réclame combattant pour les libertés, adepte de la Renaissance, ne peut que prendre une part active, n'est-ce pas, à la campagne qui se fait malgré le fait que ni le MRC ni le professeur Kanto ne sont en lice. Il faut donc voter. Absolument. Mais voter qui? Professeur. Oui. Que savez-vous de chacun des candidats en lice? Oui. Sachant que Akeremuna et Ateki Carson, n'est-ce pas, ne sont plus de la partie. Oui. Si vous voulez bien, on va commencer par, n'est-ce pas, Paul Biya, président de la République sortant. Oui. Par rapport à Paul Biya, ce que je sais de lui, c'est que justement, c'est lui qui est à la tête de notre pays depuis 43 ans, n'est-ce pas, son magistère ayant commencé en 1982. Mais après 43 ans, quel bilan voyons-nous? Mais c'est un pays, comme aime le dire mon ami le professeur Abba Ono, un pays complètement abîmé, n'est-ce pas, où on vit le règne de la corruption, des injustices, du tribalisme. En tout cas, c'est un bilan macabre qui, pour moi, n'est-ce pas, ne peut que m'obliger à rejeter complètement, n'est-ce pas, toute possibilité de remettre la voie au RDPC. Dans tous les cas, je pense que le slogan que les Camerounais ont déjà retenu depuis le début de cette campagne, c'est de voter tout le monde sauf le RDPC. Donc, le slogan qui est déjà acquis, c'est tout sauf le RDPC. Et quand on dit tout sauf le RDPC, ça veut dire rejet impératif absolu, systématique du candidat Biya, dont nous connaissons le bilan. Mais surtout, Paul Biya aujourd'hui est un problème pour le Cameroun. Son âge est une difficulté à 92 ans. Mais on ne peut pas espérer que si Paul Biya n'a pu rien faire pendant les périodes où il était tout vigoureux, que ce soit aujourd'hui qu'il va nous apporter, n'est-ce pas, le miracle. Son âge est un problème. Et je crois que cet âge-là s'accompagne des soucis de santé. Tous les spécialistes du domaine de la santé nous enseignent, n'est-ce pas, qu'à partir de 80 ans, n'est-ce pas, chaque jour supplémentaire amenuise nos capacités physiques, intellectuelles et psychologiques. Donc, ce n'est pas au moment où Paul Biya est complètement diminué, physiquement, mentalement, n'est-ce pas, psychologiquement, mais que l'on doit laisser notre destin entre ses mains. Donc, son âge est un problème, mais surtout, si le Cameroun est une république, mais après 7 mandats, on ne peut pas continuer à penser que nous soyons en démocratie en plaidant pour un 8e mandat. Donc, vous comprenez que tous les ingrédients, de mon point de vue, militent en faveur du rejet, n'est-ce pas, de la désaffection pour la candidature de Paul Biya. Il a pu donner tout ce qu'il a pu faire. Je ne crois pas qu'il ait nécessairement fait par méchanceté. C'était son niveau. Alors, donc, si on a pu atteindre c'était le niveau qu'il a pu atteindre. Alors, si maintenant, on sait qu'il ne peut plus rien donner, mais qu'on le laisse aller se reposer.
Je crois que c'est mon avis par rapport à Paul Biya. Oui, professeur, si ce n'est pas Paul Biya, c'est qui donc? Cabral Libye, peut-être? Cabral Libye, oui. Ce qui m'embête avec Cabral Libye, c'est son argumentaire fondé uniquement sur le jeunisme. La jeunesse n'est pas un critère de performance. Ce que nous subissons au Cameroun, là, c'est la conséquence de la jeunesse, n'est-ce pas, dans laquelle Paul Biya a pris le pouvoir. Si Paul Biya avait pris le pouvoir à 70 ans, ce qui est sûr après 10 ans, à 70 ans, ce qui est sûr après 20, 30 ans, il aurait libéré le Cameroun. Donc, Cabral Libye a essayé de trop présenter la jeunesse comme un argument, n'est-ce pas, de campagne. Mais cette jeunesse aujourd'hui se révèle être un danger pour notre pays. Et pour ce que je sais, hein, pour ce que je lis de la vie politique de notre pays, Cabral Libye, pour moi, n'est pas digne de confiance. Au regard, n'est-ce pas, des jeux troubles qu'il a souvent joués, aussi bien à l'égard de professeur Kouvandon, n'est-ce pas, qu'à l'égard de M. Robert Kona et tout le reste. En tout cas, pour moi, Cabral Libye n'est pas digne de confiance. Et que dites-vous de la seule femme en liste, n'est-ce pas, Hermine Patricia? Oui, Hermine Patricia Tomano Ndamjoya, c'est une brave femme. J'admire son courage. Je sais qu'elle est très volontaire. Mais nous avons suivi également des informations assez compliquées au regard, n'est-ce pas, du sort qui est désormais celui de l'UDC, dont elle assure la présidence. Je crois que nous avons tous écouté le commissaire Ebenet, n'est-ce pas, qui est devenu une icône de la communication, qui nous a par exemple fait savoir que la présidence de l'UDC aujourd'hui, n'est-ce pas, est pilotée par le cabinet civil de la présidence. Alors, qui dit cabinet civil de la présidence dit RDPC. L'UDC n'a pas fait de sortie pour nous rassurer, n'est-ce pas? Moi, ça m'embête. Mais ce que je sais personnellement de Mme Tomano Ndamjoya, j'ai toujours apprécié son courage, sa détermination, mais aussi la faiblesse qu'elle a, c'est le caractère essentiellement limité, n'est-ce pas? L'influence, l'occupation territoriale limitée de l'UDC. Parce qu'en dehors du Noun, il faut pouvoir être capable de sortir du Noun pour envisager une ambition présidentielle. Alors, ce que Mme Tomano Ndamjoya ne présente pas, et donc pour moi, au regard de la sympathie que je peux avoir pour elle, pour les actes de courage que je lui connais, notamment dans le cadre des combats politiques qui se mènent dans le Noun, impliquant parfois le sultan des Bamoun, j'ai plutôt quelques appréhensions sur ce qu'est devenu l'UDC, avec les révélations du commissaire Ebenet, mais surtout sur l'influence très restreinte de l'UDC sur l'échiquier national de notre pays. Un autre jeune professeur, oui, n'est-ce pas, Monsieur Hiram Samuel Yodi? Que pensez-vous de lui? Oui, c'est un jeune que j'écoute depuis quelque temps, je ne le connaissais pas avant. C'est la campagne présidentielle qui nous l'a révélé. Je trouve qu'il est très intéressant. Vraiment, il est très construit. Il est très élaboré. Il est d'un calme qui inspire beaucoup de respect. Ça veut dire qu'on voit un gars qui dégage beaucoup de charisme. Bon, mais mon scepticisme dans son endroit, c'est la capacité à agréger autour de lui vraiment la communauté nationale. Je crois que c'est un gars à qui on doit laisser le temps de maturer, parce qu'on le découvre sur le tard, et l'appareil politique qui l'accompagne a également une influence très restreinte, parce que le FDC du compatriote Emilien Atangana, n'est-ce pas, n'a d'emprise qu'au niveau de Monatélé, ou d'ailleurs, le FDC n'est pas majoritaire au niveau du conseil municipal. Donc, le grief que je faisais tout à l'heure de l'UDC, limité au Noun, vaut également pour le FDC, qui est l'appareil qui accompagne ce jeune prometteur, n'est-ce pas, dont l'impact géographique est restreint au niveau d'une petite commune. Donc, pour moi, son ambition présidentielle me semble un peu démesurée. Mais il nous a donné l'occasion de le découvrir et d'être attentif, n'est-ce pas, à son avenir politique dans un avenir bien proche. Très bien. Donc, si on parlait des personnes un peu plus expérimentées, notamment de Bello Bouba Maïgari. Oui, Bello Bouba Maïgari m'a toujours impressionné par son calme. C'est un homme très réservé.
dont il exhale un sens de responsabilité suffisamment important. Mais il y a aussi autour de l'UNDP un certain nombre de griefs, n'est-ce pas, qui ne me rassurent pas. Et je crois que les jeunes de son propre parti, n'est-ce pas, lui ont adressé une lettre ouverte pour laquelle je n'ai pas vu de réponse. Et vous voyez, pourtant, l'UNDP, pour moi, était l'alternative la plus indiquée après l'élimination du MRC et de son candidat. Parce que l'UNDP a une assise territoriale importante. Je crois que c'est le parti majoritaire au moins sur 2 régions, à savoir le Nord et l'Adamawa. Et c'est un parti ancien, n'est-ce pas, dont les vestiges se retrouvent encore dans les autres régions du pays où, bien que n'étant pas majoritaire, il reste présent. Dans la Menoie, on sait que le premier député de la Menoie après, l'un des premiers députés dans la Menoie après l'avènement du multipartisme était de l'UNDP, n'est-ce pas, feu honorable Tenkela. Donc, l'UNDP pour moi était la meilleure alternative, mais entre-temps, le parti a perdu, n'est-ce pas, de son envergure, et autour, n'est-ce pas, de son leader, Kebelo Bouma Maïgari, n'est-ce pas, il y a des informations assez équivoques, n'est-ce pas, pour lesquelles je n'ai pas eu de démenti, et qui me font aussi être un peu réservé, surtout, n'est-ce pas, cet accord que l'on a vu, tous les Camerounais l'ont vu dans les années 2000, qui a été signé entre l'UNDP et le RDPC. Alors, les jeunes même de l'UNDP ont interpellé les deux par rapport au sort de cet accord-là, et je ne pense pas qu'à ce jour, on a la certitude que cet accord a été dénoncé. Autour de Bilo Boumagari, n'est-ce pas, se constitue aujourd'hui une certaine coalition, mais je me demande si cette coalition ne se forme pas uniquement pour essayer de freiner la marée orange que tout le monde voit monter autour de Issa Chiroma Bakari. Dans tous les cas, le citoyen que je suis reste très réservé. Parce que sur la base de cet accord, je ne donnerai pas, j'hésiterai à donner ma voix à Bello Maïgari, étant sûr, sur la base de cet accord, que cette voix finalement aboutira dans l'escarcelle du RDPC. Donc voilà mon problème. Mais sinon, la personnalité de M. Bello Maïgari inspire beaucoup de respect au regard, n'est-ce pas, de son sens de responsabilité, malgré ses accointances avec le RDPC. Je crois qu'il est resté suffisamment digne, très réservé, et on ne lui reconnaît pas autant de casseroles que ce qu'on peut attribuer aux autres membres du gouvernement du RDPC. Vous avez fait mention de Issa Chiroma Bakari. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui pour ça? Oui, Issa Chiroma Bakari, c'est un personnage assez ambivalent. On l'a connu dans la période des villes mortes en 92 comme étant un combattant acharné, n'est-ce pas, pour la liberté. Et après, on l'a vu dans un mariage avec le RDPC où il a joué l'avocat du diable, n'est-ce pas, soutenant les causes qui horripilaient, n'est-ce pas, tout Camerounais. On l'a vu défendre, n'est-ce pas, justifier le vol de l'enfant de Vanessa Tchatchou. On l'a vu justifier l'assassinat des enfants en Garbu, l'assassinat des femmes dans la Damawa et tout le reste. Bon, mais lorsque j'essaie de faire la psychanalyse de Issa Chiroma Bakari, je crois que c'est un homme entier. C'est-à-dire qu'en fonction de l'option qu'il prend, il y va à fond. Alors, pour ce que je le vois faire depuis son entrée dans la campagne, je crois que c'est celui qui m'inspire, n'est-ce pas, le plus de crédit. Parce que il a quand même, c'est le seul qui, pour l'instant, a signé la plateforme de l'Union pour le changement 2025. Et surtout, ce qui me détermine véritablement à oublier toutes les phrases antérieures de Issa Chiroma, c'est sa détermination à défendre le vote. Issa Chiroma, on lui impute aujourd'hui des déclarations assez graves, n'est-ce pas, sur les faits que j'ai cités. Mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre de lui, étant donné qu'il était le porte-parole du gouvernement? Là, quand vous êtes le porte-parole du gouvernement, vous êtes l'avocat du gouvernement. Et un avocat, c'est qui? C'est celui qui défend votre cause. Donc, il avait le rôle ingrat d'avoir à faire comprendre, à faire admettre aux Camerounais les turpitudes du gouvernement qu'il servait. Donc, vous-même dans sa posture, n'auriez pas pu faire autrement. N'est-ce pas? Et lorsque, juriste de mon État, je sais qu'il y a des institutions comme l'amnistie qui permet, n'est-ce pas, de blanchir des personnes qui parfois ont été auteurs des crimes ayant entraîné la mort de milliers de personnes.
parfois des personnes innocentes. Mais je ne peux pas demeurer éternellement dans l'histoire, n'est-ce pas? L'amnistie parfois est négociée entre des belligérants qui ont entraîné des milliers de morts. Et parfois, l'amnistie est le seul moyen pour le retour à la normalité. Mais on doit pouvoir considérer que M. Bilo Boulova mérite, que M. Issa Chiroma mérite notre pardon. Dès lors que il a reconnu son tort, il a confessé ses erreurs. C'est un signe d'humilité qui, pour moi, donc, élève Issa Chiroma plutôt que de le maintenir, n'est-ce pas, dans la colère, dans les, n'est-ce pas, dans la désaffection qu'il avait suscité antérieurement, n'est-ce pas, de par ses propos justifiant, entre autres, n'est-ce pas, l'embastillement du professeur Maurice Kamto. Et que dites-vous, n'est-ce pas, professeur, de Joshua aussi? Oui, Joshua aussi, c'est un politicien expérimenté parce qu'il est à l'œuvre depuis les années 90, n'est-ce pas? Je crois que en son temps, c'était, il faisait partie des jeunes, des fraîches personnes qui accompagnaient Ni John Fondi auprès, n'est-ce pas, duquel il a certainement beaucoup appris. Mais l'attitude un peu égoïste de Joshua aussi m'embête. Parce que pendant que le discours de tous les leaders était, n'est-ce pas, d'essayer de plaider pour la fédération des énergies, la mutualisation pour essayer, n'est-ce pas, de porter les stockades contre les RDPC, Joshua aussi a été de ceux qui très tôt a boudé toutes les offres, n'est-ce pas, de coalition. Et cette posture-là me dérange par rapport à Joshua aussi. Donc, malgré son expérience, malgré l'énergie qu'il peut avoir, malgré le discours qu'il peut tenir et qui est très alléchant, il a une posture égoïste qui me laisse penser qu'il ne serait pas très loin, n'est-ce pas, de se battre aux côtés du RDPC juste pour un strapontin, plutôt que vraiment de changer véritablement la vie des Camerounais. Parce que je ne comprends pas qu'un leader très tôt se soit montré hostile à toute idée, n'est-ce pas, de fédérer les énergies pour porter les stockades contre le RDPC. Et que dites-vous de Serge Espoir Matomba? Oui, Serge Espoir Matomba, c'est aussi un jeune qui a de l'avenir, n'est-ce pas, qui grandit, qui mûrit avec le temps. Le discours qu'il tient maintenant, son discours panafricaniste m'impressionne, mais également sa posture solitaire m'embête. Parce qu'il fait partie des cadres, avec Joshua aussi, Pierre Kwemo et Cabral Libi, des cadres qui ont refusé, n'est-ce pas, de se rapprocher du professeur Maurice Kamto. Justement, il fait partie des cadres que j'avais déjà perçus comme étant de ceux qui vont nécessairement accompagner le RDPC. Donc, cette posture-là, qu'il vient de confirmer avec l'élection 2025, me rend méfiant à son endroit. Parce que les cadres qui ont refusé de rencontrer Maurice Kamto, ce sont les cadres que j'avais déjà identifiés comme jouant nécessairement le jeu du RDPC. Et les cadres, c'est qui? Pierre Kwemo, Joshua aussi, Cabral Libi et Serge Espoir Matomba. Donc, malgré l'expérience, je m'en méfie. Ok, si on parlait du dernier candidat en liste, n'est-ce pas, Jack Bouga Akbe? Oui, Bouga Akbe, je le découvre avec l'élection présidentielle de 2025. Mais pour l'avoir écouté dans les médias, notamment dans le cadre de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup de crédit. Vraiment, il est structuré, un peu comme le jeune Samuel Hiram Iodi. Vraiment, c'est deux personnes que je découvre avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup de respect, parce qu'ils dégagent un charisme. On sent en eux, n'est-ce pas, une densité en termes de connaissances, en termes de vision. Donc, je placerai Bouga Akbe dans le même sillage que Hiram Iodi. Mais seulement, ce sont des illustres inconnus. On ne peut pas découvrir des personnes, n'est-ce pas, une première élection présidentielle et leur donner un blanc-seing. Surtout que le parti qui l'accompagne a également une représentativité très limitée. Le MCNC n'est présent que dans je crois, 2 communes dans le Oncam, sans être même majoritaire. Et donc, du coup, vous comprenez, ils ont besoin d'être observés encore pour pouvoir justement bénéficier d'un meilleur crédit de la part d'une frange plus importante de notre population. Mais le préjugé que j'ai pour eux, c'est un préjugé plutôt favorable au regard de ce que je les vois faire, au regard des postures que je les vois tenir, au regard du discours que je les entends tenir. Donc, je crois que
on aura besoin de les observer encore. Samuel Hiram Iodi et Bouga Hagbe. Pour moi, c'est deux politiciens prometteurs, mais qui ont besoin, n'est-ce pas, de construire des appareils plus efficaces pour pouvoir les porter à des destins plus élevés. Professeur, après, n'est-ce pas, l'écoute de tout ce que vous avez dit, concernant chaque candidat en liste, on entrevoit quelque chose, mais permettez que je pose quand même la question, pour ne pas voler la vedette des informations. S'il vous était demandé de faire un choix, après le professeur Maurice Kamto, que vous avez soutenu longtemps, actuellement, ce serait qui? Non, pour moi, je vous ai dit que j'ai la sympathie pour Samuel Hiram Iodi, pour monsieur Jacques Bouga Hagbe, mais pour l'instant, ma préférence va à Issa Chiroma Bakari. J'ai un certain nombre, je crois que j'ai exposé tout à l'heure un certain nombre d'éléments qui m'impressionnent. C'est quelqu'un qui est dans les extrêmes. Quand il est dans l'opposition, il y va à fond. Quand il est avec le régime, il joue pleinement sa carte. En tout cas, il était le porte-parole du gouvernement. Et moi qui suis formateur d'avocat, qui est souvent tenu des procès aux côtés des partis, je comprends très bien le rôle que Issa Chiroma a joué. Et connaissant des institutions juridiques comme la réhabilitation, l'amnistie, n'est-ce pas? Et au plan chrétien, le pardon, moi j'ai accordé mon pardon à Issa Chiroma Bakari. Parce que, pour mériter le pardon, il faut se repentir de cet or. Et Issa Chiroma Bakari l'a fait. Pour moi, je trouve que c'est le candidat capable de porter l'estocade la plus efficace contre le RDPC. Dans tous les cas, son discours est dans ce sens. Et il me séduit. Donc pour moi, vous comprenez que voyez, la coïncidence veut que je sois habillé en tenue jaune au moment où vous me posez la question. Donc je recommanderais à tous mes compatriotes, n'est-ce pas, de suivre la marée jaune qui est en train, n'est-ce pas, d'inonder le pays. Issa Chiroma Bakari a un bulletin de vote jaune, et parce que je vote pour lui, je le recommande à tous mes compatriotes. Il a ma sympathie. C'est quelqu'un qui est capable de s'assumer pleinement. Lorsqu'il est dans une posture, il y va à fond. C'est la psychanalyse que j'ai faite de la personne. Et je dis, juriste de mon état, nous connaissons l'amnistie, nous connaissons la réhabilitation. Chrétiens, on connaît le pardon. Issa Chiroma mérite notre pardon aujourd'hui, pour avoir confessé, n'est-ce pas, cet ordre d'hier. Mais professeur, est-ce que vous n'êtes pas un peu contradictoire, puisque Issa Chiroma Bakari a servi le régime bien, n'est-ce pas, que vous combattez avec fermeté pendant un peu plus de 20 ans. Et vous le dites, lorsqu'il y va, il va avec force. Qu'est-ce qui nous prouve que demain, il ne va pas changer de casquette encore? Non, vraiment, on ne peut jamais jurer à 100% de la parole d'un homme, hein, surtout en politique. On sait que la politique est dynamique et en fonction des jeux d'intérêt, n'est-ce pas, quelqu'un peut partir de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. Mais je dis, pour ce que nous avons vu M. Issa Chiroma faire, de 90, des années 90 à aujourd'hui, M. Issa Chiroma a montré qu'il pouvait être un opposant farouche dans les années 90 jusqu'en 2004, qu'il peut également être très loyal lorsqu'il s'acoquine avec le régime. Et la loyauté, c'est une qualité qui manque à beaucoup de personnes. Bon, alors pourquoi est-ce que je ne vais pas le créditer d'être loyal envers le peuple camerounais, à qui, n'est-ce pas, il tient aujourd'hui un certain discours? Je préfère lui accorder mon crédit jusqu'à ce que les faits me montrent que je me suis trompé. Mais aujourd'hui, vous allez constater que Issa Chiroma est le seul qui a signé la plateforme de l'UPC 2025, en acceptant d'ailleurs de ne pas conduire un mandat de 7 ans, mais plutôt une transition de 3 à 5 ans. Issa Chiroma est le seul qui s'engage aujourd'hui, n'est-ce pas, à normaliser l'âge de la retraite au sein de l'armée, notamment pour les généraux. Vous comprenez? Pendant que les colonels vont à la retraite à 58 ans, on ne sait plus à quel âge les généraux vont en deuxième section. Vous comprenez? Il faut harmoniser cela. Et l'harmonisation de l'âge de la retraite au niveau des généraux va emporter le rajeunissement du haut commandant de notre armée pour plus d'efficacité. Parce que le pourrissement de notre pays ne se situe pas qu'au niveau économique. C'est aussi au niveau même de notre armée. Donc, en tout cas, Issa Chiroma a fait un certain nombre d'engagements. La pacification du NOZO, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais voilà depuis 9 ans.
Une guerre fratricide est en train de tuer nos compatriotes dans cette région-là. Cela ne dit rien au régime RDPC. Bien le contraire, les informations que nous lisons font état de ce que il y a des gens qui se serviraient de cette guerre-là pour se faire de l'argent. Mais la vie humaine n'a donc plus aucune valeur sous le régime RDPC. Alors, ce projet de pacification, il est impérieux. Je ne peux pas être insensible à ça. La lutte contre Boko Haram, il faut l'intensifier pour que nos compatriotes qui sont dans l'extrême nord puissent finalement trouver le moyen de dormir en paix. Donc, il y a beaucoup de choses. Les réformes institutionnelles, la révision de la Constitution, la révision du code électoral, vous comprenez? L'application du régime des libertés. Actuellement, sous le régime RDPC, en dehors de cette période de campagne où on voit les partis politiques se déployer, vous savez bien ce qui s'est fait à Ebolova contre l'UNDP. Oh oui, oui. Il y a des partis du territoire où les partis d'opposition n'ont pas voix au chapitre. Quel est ce pays-là? Sommes-nous dans une république? Donc, je dis pour l'instant, M. Issa Chiroma Bakary a la faveur de ma voix et je ne lésinerai sur aucun moyen pour promouvoir sa candidature auprès de mes concitoyens. Donc, malgré cette turpitude, il bénéficie de mon pardon pour avoir confessé ses péchés, pour avoir confessé ses torts. C'est un signe d'humilité. Et ça, il faut le reconnaître. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, professeur. Alors, dans son message au peuple camerounais, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto, quoi qu'ayant laissé à chacun son libre choix, a néanmoins souhaité une coalition autour des deux candidats du Grand Nord, notamment Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba-Maguère. Peut-on comprendre votre désaffection pour ce dernier, alors qu'il a déjà été rallié par deux candidats? La question a deux volets. Ce ralliement n'est-il pas un indicateur de ce qu'il est la meilleure alternative? Bien, je crois que si mes informations sont exactes, Bello Bouba a déjà été rallié par Akeremouna, par monsieur Akteki Taxton, et je crois qu'on annonçait hier ou ce matin un autre ralliement d'un troisième candidat. Tant mieux! Mais ce n'est pas le fait d'avoir des ralliements des candidats en liste qui peut me déterminer. Si finalement on se rallie pour constituer un conglomérat qui va aller servir le RDPC, cela ne rejoint pas mes options. Vous comprenez? J'ai dit autour de Bello Bouba-Maguère, il y a des questions qui restent pendantes. Des questions que je n'ai pas posées, que les jeunes de son propre parti ont posées. Ils ont publié une lettre ouverte, n'est-ce pas, que tout le monde a pu lire, et dans laquelle ils s'interrogent par rapport à un certain nombre de questions qui demeurent. Et moi, le citoyen, extérieur à l'UNDP, ces questions ne me laissent pas indifférent. Premièrement, Bello Bouba-Maguère a dit qu'il ne déposait pas sa démission au Premier ministre, mais uniquement à son partenaire, avec qui il a un accord, en la personne de Paul Biya. Alors, nous avons suivi Issa Chiroma Bakary. Nous avons suivi Brenda Biya, la fille du chef de l'État. Le chef de l'État est introuvable. On ne le voit pas. À quelle occasion est-ce que Bello Bouba-Maguère a pu voir Paul Biya pour lui remettre sa lettre de démission? Donc, il subsiste un point d'interrogation sur l'effectivité du dépôt de la démission de Bello Bouba-Maguère. Le fait qu'il ait été remplacé par la désignation d'un intérimaire au gouvernement. Notez bien qu'il n'y a pas eu de remaniement après son départ. Mais on a désigné un intérimaire. Ça veut dire que le titulaire reste ailleurs. Le titulaire reste Bello Bouba-Maguère. On a désigné un intérimaire. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut retrouver sa place. La situation dans laquelle il est un peu comme une situation de congé. Tu peux prendre congé, on désigne quelqu'un pour accomplir ta tâche, et après le congé, tu reviens. Donc, vous comprenez qu'il subsiste dans ma tête une inquiétude par rapport à l'effectivité de la démission de Bello Bouba-Maguère. Deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez être dans une posture où vous dites que vous allez vider le RDPC de son sang pour qu'il s'écoule, et vous laissez vos collaborateurs continuer à lui transfuser du sang? C'est contradictoire. Je ne peux pas comprendre que vous soyez en train de combattre un régime et que ce régime continue d'être alimenté par vos collaborateurs qui restent ministres, qui restent sénateurs, qui restent des hauts cadres. Et on voit d'ailleurs qu'ils vous accompagnent dans votre campagne avec des véhicules CA.
Ça m'interroge. N'est-ce pas? Et troisièmement, cet accord, tout le monde connaît son existence. Cet accord existe. Monsieur Ben Modo, le compatriote qui est aux États-Unis, mais a dit à la face de tout le monde entier qu'il pouvait bien travailler pour accompagner le Bois Maïgari. Mais son blocage est venu cet accord qu'il n'a jamais dénoncé. Et cet accord a été remis sur la sellette par les jeunes de l'UNDP qui disent, mais comment est-ce que tu veux qu'on t'accompagne alors que tu es lié par un accord à l'égard du RDPC. Donc le fait que Bello Bois soit rallié par d'autres candidats pour moi n'est pas significatif. Et surtout lorsqu'on lui a posé la question sur RFI, de savoir comment est-ce qu'il l'entendait défendre son éventuelle victoire contre le RDPC. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je fais confiance à Elécam et au Conseil constitutionnel. Alors, comme s'il ignorait ce que ces deux institutions ont pu faire au leader Maurice Kamto, comme s'ils ignoraient toutes les violations de droit dont le Conseil constitutionnel s'est rendu coupable à l'égard du MRC, à l'égard du compatriote Abdourahmane Amidou Baba, qui avait saisi le Conseil constitutionnel pour l'interprétation d'une disposition qui va être appliquée dans le cadre du contentieux, dans le cadre de l'élection présidentielle. L'alinéa 4 de l'article 3 de la loi qui régit le statut du Conseil constitutionnel dit bien que le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître de toute question relative, n'est-ce pas, ayant trait à ses attributions. Ensuite, le Conseil constitutionnel est compétent pour réguler l'élection présidentielle. Comment est-ce que le Conseil constitutionnel peut se déclarer incompétent à donner l'interprétation d'une disposition polémique pour aider les candidats à mieux se déterminer avant de se présenter? Donc, vous comprenez, avec ça, quand un candidat me dit qu'il fait pleinement confiance au Conseil constitutionnel, sans réserve, moi, ça m'inquiète. Donc, je dis, Bello Bois Maïgari présentait les meilleurs atouts après l'élimination du professeur Kamto, au regard des indicateurs objectifs, occupation territoriale, n'est-ce pas, nombre d'élus à sa disposition, l'UNDP, objectivement, méritait d'avoir tous nos faveurs. Mais lorsqu'on sait qu'en arrière-plan, il y a ces questions qui restent pendantes, pour lesquelles on n'a pas de réponse, vous comprenez pourquoi je préfère Issa Chiroma Bakari plutôt que Bello Bois Maïgari, parce que quand j'imagine que Bello Bois Maïgari pourrait encore se retrouver dans un cadre privé pour parler des élections avec ma voix au profit du RDPC, moi ça me bloque. Alors incontestablement, votre homme c'est M. Issa Chiroma Bakari. Oui. Mais professeur, tout à l'heure, vous avez, n'est-ce pas, noté ou notifié uniquement la notion de pardon. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisant pour que nous puissions dire que, ou croire en ce que Issa Chiroma, est-ce qu'il y aurait d'autres arguments, n'est-ce pas, qui pourraient permettre de convaincre les gens qui vont voter le 12 octobre dans quelques jours, parce que Issa Chiroma Bakari est l'homme de la situation. En dehors du fait que, voilà, ne parlons pas juste du pardon, parce que on se rappelle qu'il n'y a que quelques mois qu'il apparaît. Oui. Et il apparaît quand la campagne présidentielle est pratiquement déjà lancée. Et voilà, est-ce que c'est suffisant de dire, je vous pardonnez-moi, voilà, pour être votre candidat au choix? Non, le pardon peut profiter à tout le monde. Hein. Le pardon, comme la réhabilitation, comme l'amnistie, peut profiter à tout le monde, même sans être candidat. Donc, quand j'invoque le pardon, c'est d'abord pour laver la face du mauvais Chiroma que nous avons connu. Le pardon permet de nettoyer sa face, de le blanchir, pour le présenter comme une personne ordinaire. Il a été à une position où il n'avait pas d'autre choix que de justifier les turpitudes du gouvernement. Moi, qui suis formateur d'avocat, moi qui ai plaidé des causes, je comprends les missions qui étaient les siennes en tant que porte-parole du gouvernement. Ces propos ont choqué. Ce n'est pas pour dire que son pardon a pu guérir toutes les blessures des victimes. Non, ces propos ont choqué. J'imagine un peu ce que Vanessa Tchatchou pouvait éprouver lorsque le ministre Chiroma vient, n'est-ce pas, essayer de justifier le vol de sa fille. Je comprends ce que les victimes de Ngarbu ou bien du Nord peuvent éprouver lorsque des innocents sont massacrés avec les enfants au dos. Ça fait mal. Je comprends la peine que les militants du MSC, le professeur Kamto, peuvent sentir lorsque monsieur Issa Chiroma essaye, n'est-ce pas, de justifier l'embastillement et les arrestations.
dont ont été victimes, n'est-ce pas, les militants du MRC. Mais je dis, j'ai été associé à des processus de pacification. N'oubliez pas que j'ai été en mission en Côte d'Ivoire pendant 2 ans pour régler les problèmes d'apatridie en Côte d'Ivoire au compte des Nations Unies. Donc je dis, on ne peut pas rester éternellement dans l'histoire. On doit pouvoir avancer. Et je dis, il y a des niveaux où l'amnistie apparaît comme le seul moyen pour retrouver une vie normale, pour arrêter la saignée. Parce que lorsqu'il y a des troubles, les victimes sont essentiellement les femmes et les enfants. Donc, parfois, pour arrêter cette hémorragie-là, on est obligé d'arriver à l'amnistie. L'amnistie ne va pas ressusciter les morts. Parfois, comme on va compter en termes de milliers. En Côte d'Ivoire, on a estimé à plus de 3 000 morts. Le retour à la normalité ne les a pas ressuscités. Mais il faut bien avancer. Parce que rester dans le passé va continuer à entretenir, n'est-ce pas, la colère, la haine, et puis le désastre va se poursuivre. Donc, pour moi, le ministre Issa Chiroma a été pardonné, même s'il n'a pas bénéficié d'une loi d'amnistie, en tout cas, il n'en aura pas besoin. Mais, je dis, par rapport à l'élection 2025, le pardon seul n'aurait pas suffi. Je vous ai cité un certain nombre de faits. C'est surtout parce que je vote Issa Chiroma Bakary parce que son engagement coïncide avec mon aspiration. Je rêve d'un pays débarrassé du RDPC. Je rêve d'un Cameroun débarrassé du RDPC. Issa Chiroma Bakary est le seul qui a promis de défendre sa victoire si c'est au besoin au prix de son sang. Si le RDPC gagne de manière transparente, on va s'incliner. Ça veut dire que le peuple camerounais a choisi de reconduire le RDPC. Peut-être le bilan que je fais n'est pas celui que font les autres Camerounais. Tant mieux. Mais si le processus est transparent et que le RDPC gagne, on va s'incliner. Mais si Issa Chiroma a gagné, c'est le seul qui nous a dit qu'il défendrait son vote. Par tous les moyens. Pendant que les Bello Bouba Magari vous disent qu'ils ont confiance à Elekame et au Conseil constitutionnel. Vous comprenez? Ça, c'est déjà un élément de différence. Mais je vous ai dit un certain nombre d'autres mesures. N'est-ce pas qu'il envisage? La restructuration de l'armée dont j'ai parlé. La réforme institutionnelle, la constitution, le code électoral. Ça sont des chantiers importants qui nous tiennent à cœur. La question de la double nationalité, cela faisait partie du projet de Maurice Kamto et du MRC. Et en tant que spécialiste des questions de nationalité, je n'aurais pas besoin de me prier pour apporter ma contribution à une telle réforme. Actuellement, pour avoir publié un ouvrage sur les questions de nationalité au Cameroun, je vous ai dit que j'étais administrateur en charge de la patridie. La patridie, ce sont les personnes qui n'ont pas de nationalité. Donc, je réclame une expertise dans ce domaine-là. Je dis que je n'aurais pas besoin de me faire prier pour apporter aux dispositions qui font problème dans le code de la nationalité les modifications nécessaires pour y arriver. On me donne une demi-journée. Je propose une feuille qui permet de résoudre ça. N'est-ce pas? Sauf si il y a d'autres objectifs à atteindre. Mais si le problème est de lever le principe d'interdiction de la double nationalité, la solution est vite trouvée en 1 ou 2 heures de temps avec l'expertise dont j'ai dispose. Donc, nous sommes disposés. Cela fait partie des engagements de Issa Chiroma Bakary. C'est l'avènement de la double et même de la plurinationalité. Mais il est question de rêver d'un Cameroun plus juste, plus social, où le tribalisme, n'est-ce pas, qui est devenu un peu, n'est-ce pas, une norme de gouvernance du régime en place, est devenu l'une des principales gangrènes de notre pays. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être au sud et vous revendiquer Bamileke à l'est. Vous ne pouvez pas être à l'ouest et vous revendiquer du nord à l'est. Parce que l'État, le système, a créé des divisions entre nous. N'est-ce pas? Des stigmates. Où la première question quand vous rapprochez vos concitoyens, c'est de dire, il est d'où? Cela ne devrait pas exister dans une république. Si les Camerounais peuvent être maires à Washington, à Paris, mais d'où vient-il que des Camerounais dans leur propre pays ne soient pas éligibles à la tête des villes dans leur propre pays? Ces choses-là, il faut les balayer. Il faut les bannir. Et cela fait partie, n'est-ce pas, des engagements de Issa Chiroma Bakary. Je ne peux pas égrener ici, n'est-ce pas, l'ensemble des engagements qu'il a pris, mais le seul fait qu'il ait été le seul à signer la plateforme proposée par l'Union pour le changement 2025, pour moi, c'est suffisant. Et on sait aujourd'hui qu'il est accompagné. Et je crois que son discours est fortement suivi par le peuple camerounais. Et c'est pourquoi on parle désormais de la montée en puissance de la marée jaune. Et je suis heureux, n'est-ce pas, que cette interview se passe
pendant que j'arbore une tenue à la couleur du bulletin de vote de Issa Chiroma Bakari, qui est désormais mon meilleur diable. N'est-ce pas? Il nous a fait du mal par le passé. Mais l'évêque de Yagua, nous l'avons tous applaudi quand il a dit qu'il faut préférer le diable. Vous dites? Est-ce qu'il assume cette expression mauvais diable? Je ne lui demande pas. Moi, le citoyen, je le désigne comme mon meilleur diable. Sur la base du propos de l'évêque de Yagua. Quand il l'a dit, tout le monde a applaudi. Parce qu'on a dit, mais personne d'autre ne peut faire plus mal, ne peut faire plus pire que le régime en place. Donc, mais puisque tous les 11, chacun a quelque chose, bon, en dehors de Samuel Hiram, Iodi et Bouga Caxton, n'est-ce pas, et Bouga Hagbe, dont on ne connaît pas beaucoup le passé, n'est-ce pas, mais tous les autres ont quelque chose avec le régime. Parce que même Ateki Caxton, il est accompagné par le PAL. Et nous savons que le PAL, quand on parle du PAL, on voit Célestin Bédiki. Et tout le monde connaît les jeux dans lesquels il est souvent mêlé, n'est-ce pas, en faveur du RDPC. Il peut vous donner un croc en jambe au moment où vous attendez le moins. Je ne parle pas d'Ateki Caxton, mais de Sa Majesté Célestin Bédiki. Donc, c'est des gens, un peu, vous voyez, c'est les gens qu'on essaie de mettre dans la même escarcelle que les dieux Kamchameni. N'est-ce pas, parce qu'ils ont eu à jouer des rôles extrêmement compliqués dans la vie politique de notre pays. Et donc, vous comprenez, cela laisse donc pendant une suspicion. Tant qu'ils n'auront pas posé des actes d'expiation, n'est-ce pas, de repentir, un peu comme l'a fait, comme le fait déjà Issa Chiroma Bakari, pour moi, c'est des personnes à l'égard desquelles je me méfierais. N'est-ce pas? Quand je les vois quelque part, des suspicions montent. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je crois que il faut retenir que pour moi, aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari est le meilleur diable. On n'a pas besoin de lui demander. C'est notre meilleur diable. Parce que c'est le mot de passe que nous a communiqué l'évêque de Yagua. Au moins pour trier parmi tous ceux qui viendraient. Nous sommes tous des pécheurs. Hein? La Bible même dit, si quelqu'un se revendique de ne pas avoir de péché, il se trompe lui-même. Et donc nous sommes... Oh, le péché, si le péché vient du diable, ça veut dire que nous avons un peu de diable en nous. Et donc, dire qu'on est le meilleur diable, ça veut dire qu'on est le moins mauvais. Ce n'est que comme ça qu'il faut le comprendre. Et pour moi, je dis, je n'ai pas de honte aujourd'hui à dire que je soutiens Issa Chiroma Bakari comme le moins mauvais de tous les candidats. Donc, chacun de nous a des insuffisances, a des péchés. Mais j'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'être capable de reconnaître ses torts et de permettre justement que le rêve puisse encore s'installer. Merci, professeur, pour vos édifications. Bien, merci beaucoup. Je crois que cet entretien était important et j'espère que les compatriotes qui vont nous écouter tireront de cet entretien, n'est-ce pas, des éléments pour leur propre édification. Et sur ce, je crois que je souhaite à nos compatriotes une bonne journée, bonne suite de la journée, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci. Pour le professeur Moïse Timchouan, c'est Issa Chiroma Bakari. Tout compte fait, tout sauf pour lui. C'est ça. Dans tous les cas, ça c'est le mot d'ordre. Voilà. C'est ce qui doit être constant. Tout sauf le RDPC et son candidat. C'est tout.